What's up à tous nos auditrices et auditeurs du balado Les Idées Ridicules et un beau WhatsApp tout particulier à toi, Mike. What's up? Aujourd'hui, on avait un épisode vraiment nice. On discutait de toutes sortes de choses. Puis on le faisait avec Sarah Berger-Richardson, qui est en fait professeure à l'Université d'Ottawa. Elle s'est vraiment spécialisée là, sur le droit en agroalimentaire et notamment sur le droit agroalimentaire, mais avec une emphase sur l'éthique et la durabilité dans l'élevage des animaux. Donc, elle a toutes sortes de cours. Elle a également cofondé l'Association des droits en agroalimentaire du Canada. Puis elle est également la présidente, là. On avait également avec Sarah, Olivier Flamand-Lapointe qui, lui, travaille chez Équiterre comme analyste en agriculture durable. C'est assez large là, comme ça, mais on va mieux comprendre ce qu'il fait dans l'épisode. Ouais, puis son lien aussi avec Sarah, fait que c'était super intéressant. Justement, on a pu discuter un peu de tout ce qui entoure. Mais premièrement, c'est quoi le droit animal aussi, le droit au niveau du bien-être animal surtout, puis de comprendre un peu à quel point c'est, puis elle-même va l'avoir dit à plusieurs reprises durant l'épisode, à quel point c'est un enjeu complexe parce que ça ratisse tellement de choses. C'est vraiment, il y a comme une intersectionnalité dans les enjeux qui sont touchés, les instances touchées. Fait que c'est comme une grosse question. On a essayé de tackle ça, je pense, du mieux qu'on pouvait, tout le monde ensemble. Puis chacun, autant même Olivier que Sarah a pu apporter une perspective. Olivier aussi avait vraiment une espèce de vision au niveau territorial, de l'agriculture aussi. Fait que un bel épisode. Clairement qu'on aurait pris 2-3 heures de plus peut-être pour comme aller vraiment au fond des choses. Mais ça a été vraiment, je pense, une belle... on a bien mis la table. Puis écoute... Pour une part 2 peut-être. Sans plus attendre. Yes, bonne écoute. On aimerait remercier notre commanditaire principal de notre saison 5, Tessier, fabricant de serre et allié de choix des maraîchers et sériculteurs. Tessier, c'est fabriqué ici même au Québec. C'est des structures de première qualité. Donc, joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier, vous aussi. Une production Origine. Bienvenue aux auditeurs et auditrices du balado. Bienvenue à toi, Olivier Flamand, qui est avec nous aujourd'hui, et Sarah Berger-Richardson. Merci tellement de prendre du temps et de venir nous jaser. Vraiment. C'est vraiment apprécié. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter avec des personnes si vibrantes, plein d'expérience. Donc, je pense qu'on commencerait directement avec toi. Sarah, on aimerait ça pour mettre un peu de couleur sur qui tu es. Nous parler un peu de ton parcours. Oui, ton parcours académique, mais aussi qu'est-ce qui t'a comme formé, on pourrait dire, en tant que personne, puis qui est venu à vraiment t'intéresser aux enjeux desquels tu traites aujourd'hui. Oui, alors... j'ai pas grandi dans une famille agricole, j'ai grandi en ville. Alors, j'avais pas nécessairement un lien avec l'agriculture de cette manière, mais j'ai toujours aimé les animaux. Et quand j'avais 10 ans ou 9 ans, j'ai vu le film Babe. C'est le moment qui m'a marqué, que je suis rentrée à la maison, j'ai dit à mes parents que je voulais plus manger de la viande. Je suis devenue végétarienne. Wow! Mais puis, j'étais quand même assez chanceuse que mes parents m'ont appuyée. Puis, c'était déjà une maison relativement végétarienne. On mangeait pas beaucoup de viande, mais ils m'ont appuyée dans tout ça. Cool. Mais ça m'a amené vraiment à réfléchir à ce qu'on mange. Et puis, je suis devenue végane au secondaire. Wow. À une époque où il n'y avait pas beaucoup de restaurants véganes. Il n'y avait pas de lait d'avoine. Non, c'était plus difficile. Dans les cafés. Et puis, ça m'a poussée un peu à réfléchir, puis surtout lire des choses comme des magazines, des pamphlets qui parlaient de combien de personnes est-ce qu'on pourrait nourrir avec le blé qu'on donne aux vaches. C'est sûr qu'avec le temps, j'ai appris... Mes connaissances ont développé. J'ai vu que c'était un peu plus complexe que ça. C'était pas aussi facile que de dire que tout ce blé pour une vache va nourrir le monde. Mais c'est ça qui m'a amené un peu au lieu de poursuivre un chemin de vétérinaire. C'est ça que je voulais vraiment faire quand j'étais plus jeune. Mais j'étais plus portée pour arts et lettres que sciences. Alors, j'ai choisi le chemin de sciences humaines puis de réfléchir en premier lieu à sécurité alimentaire. Comme c'est une perspective globale, parce que beaucoup du discours autour de pourquoi on devrait être végétarien tournait autour de ces questions d'insécurité alimentaire mondiale. Mais petit à petit, mes réflexions ont un peu encore développé et je commençais à me poser des questions comme si je mange un avocat qui vient du Mexique, est-ce que c'est vraiment plus éthique
que de manger de la viande de proximité, remettre en question l'idée que la chasse, c'était une mauvaise chose. Donc, j'ai commencé à me rendre compte que c'était en fait très compliqué. Et puis, j'ai choisi le droit un peu comme chemin. Encore une fois, je n'étais pas vraiment certaine. Je pensais que c'était plus une question de droit de la personne, sécurité alimentaire, mais pendant cette période, ces réflexions plus sur les systèmes alimentaires, la durabilité ont commencé à ouvrir des portes et des possibilités, ce qui m'a amené à faire un doctorat sur le droit agroalimentaire, un domaine qui existait très peu à l'époque. Ben oui. Aujourd'hui, on est plus nombreux. Ouais. Il y avait quand même des pionnières à l'époque. Nice. Mais oui, aujourd'hui, c'est quand même mieux compris, mais comme l'alimentation, je pense que c'est aussi mieux compris aujourd'hui qu'avant. Oui, on a un peu Donc, plus d'informations, de connaissances, quasiment, je pense même, une genre de littératie un peu alimentaire là, qui s'est démocratisée avec le temps. Puis tu dis, dans le fond, là, aujourd'hui, justement, c'est comme plus connu. Ben là, toi, notamment, tu as cofondé aussi, dans le fond, l'Association des droits pour le bien-être animal, l'Association canadienne des droits... En fait, pour l'agroalimentaire. Pour l'agroalimentaire, donc, l'Association c'est ça. canadienne sur les politiques et droits agroalimentaires. OK, c'est ça. Ouais. Puis est-ce que tu sens justement que depuis la création de l'association, justement, il y a eu... ça a joué son rôle, tu sais, dans le fond, dans les connaissances, mettons, sur le droit alimentaire, même au niveau, on pourrait dire, civil, là, au niveau de la population un peu plus en général, t'sais. Mais je pense que oui, ça coïncide avec beaucoup de choses aussi. Donc, je pense qu'on ne va pas dire que c'est grâce à nous que les gens ont une meilleure conscience des enjeux agroalimentaires. Ouais. Mais ça coïncide aussi avec... il y avait des projets pour intégrer l'alimentation dans les élections en 2016, en 2019. On parlait d'alimentation. Il y avait quand même des mouvements de société civile. Je pense à la réseau sur l'alimentation durable au Canada. Ils ont travaillé très fort sur ça. Donc, il y avait quand même beaucoup de mouvements déjà aux côtés société civile. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a plus rassemblé les personnes qui ne s'identifiaient pas nécessairement comme des personnes qui travaillent en droit agroalimentaire. Donc, des personnes... une avocate en pratique privée, en action collective, mais que finalement s'est rendu compte qu'elle représente beaucoup de parties dans des actions collectives portant sur des représentations fausses et trompeuses dans l'industrie agroalimentaire. Donc, finalement, ça crée comme c'est un peu une niche pour elle dans ce domaine. Puis après, les personnes qui travaillent en droit pour les travailleurs, on se rend compte que il y a plein d'enjeux avec les travailleurs temporaires migrants, les conditions de travail dans les abattoirs, que finalement, ces personnes ont décidé, finalement, je me retrouve dans ce milieu parce que finalement, l'agroalimentaire, c'est tellement interdisciplinaire que ça prend des chercheurs en des questions comme la Constitution, de droit de la personne, de l'environnement, de semences, de brevets. Donc, finalement, c'était plus comme pour rassembler des personnes puis dire, hey, comme on travaille un peu sur les mêmes choses ou qu'on amène une perspective Oui, c'est ça. différente pour comme comprendre quelque chose qui est plus compliqué que juste quelque chose en silo. C'est un peu ça l'objectif. Ouais, la force du nombre, du pluridisciplinaire autour d'une table, ça peut vraiment avoir plus d'impact au final. Là, Très intéressant. Yes. Puis de ton côté, Olivier, peux-tu nous parler un peu de toi? Qu'est-ce qui t'a amené chez Équiterre? Est-ce que toi, tu as vu le film Babe quand tu étais jeune? Je l'ai vu, mais je peux pas dire que ça m'a autant marqué que pour Sarah. Mais non, moi, mon parcours en agriculture, il est plutôt récent. Là. Ça fait à peu près 1 an que je suis chez Équiterre. Puis je dirais que ça s'est construit dans les dernières années, là, mon intérêt plus largement pour les systèmes alimentaires. Tant qu'à aller dans nos enfances, quand j'étais jeune, moi, c'est plus mon père qui me, je dirais, inspiré, puis inspiré à aimer la nature. Tu sais, que mon père est biologiste, puis depuis que j'étais tout petit, il nous amenait sur le terrain, il nous montrait les plantes, les insectes, puis il montrait ça à moi et ma soeur, il nous faisait triper autour de ça. Puis je pense que ça part vraiment du cœur de dire, hey, j'aime les plantes, les animaux, la nature, je veux la protéger, je veux protéger ça. Je pense que ça part de là. Puis, au fur et à mesure dans ma vie, je me suis dit, j'aimerais ça travailler pour protéger l'environnement, de façon assez largement. Puis, au fil de mes études, je me suis plus spécialisé en sciences sociales. J'ai fait des études multidisciplinaires en relations internationales, affaires publiques, tout en gardant
une petite porte là, sur l'environnement. Je prenais des cours, par exemple, en développement durable, etc. Puis à la maîtrise, là, je me suis dit, OK, ça va être vraiment intéressant. Là. Je suis dans une maîtrise encore là, plus multidisciplinaire. Puis j'avais un prof qui était spécialisé en agroécologie. Puis moi, ça m'avait vraiment intéressé. J'avais fait une école d'été à l'Université Laval sur l'agroécologie. Fait que je me suis dit, OK, c'est le moment de faire ça. Puis j'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus. Okay. Fait que j'ai vraiment appris là, plus en profondeur c'est quoi cette mouvance-là. Puis pour moi, ça représente vraiment une façon de... L'agriculture puis notre système alimentaire, ça touche à tellement de choses, à tellement d'enjeux environnementaux, autant les changements climatiques, la biodiversité, puis aussi la santé humaine. Bref, ça touche à tellement de domaines que je me suis dit... on dirait que c'est venu de là ma passion pour l'agriculture. Puis juste pour savoir, ça, c'était-tu justement quand tu étais à Genève? Oui, c'est ça. C'est là que justement, tu as comme entendu un peu plus parler de l'agroécologie avec ce professeur-là. Ben, j'en avais déjà... c'est ça, j'avais fait une école d'été avant d'aller faire ma maîtrise en Suisse. À l'Université Laval, il vient juste de sortir une maîtrise d'ailleurs en agroécologie. On a reçu Alain Olivier, justement, qui est venu nous en jaser. Justement, lui, Alain, il faisait partie de l'école d'été. C'était en 2017, j'ai fait ça, 2018. Puis ça m'a vraiment parlé. Je me disais, OK, enfin, je pense une mouvance qui pour moi, qui est vraiment holistique, qui touche, qui est systémique, puis qui remet en question vraiment l'ensemble du système agroalimentaire. Fait que ça m'a beaucoup parlé. Puis c'est ça, rendu à Genève, j'ai fait ma maîtrise là-bas, puis là, c'est ça, j'ai découvert un professeur là, qui est devenu mon superviseur de mémoire sur l'agroécologie, puis c'est ça, j'ai beaucoup appris sur le concept. Puis, au fur et à mesure, c'est ça, en fait, je suis parti à l'étranger, j'ai fait un projet un peu funky avec un ami que je me suis fait à la maîtrise. On est parti au Japon, les deux. Lui, il est américain d'origine japonaise. Puis il m'a approché pendant mes études pour, en fait, me parler d'un projet qu'il avait en tête qui est de revaloriser des maisons traditionnelles abandonnées en zone rurale parce que c'est un énorme problème social là-bas. Il y a plus de, je pense, 9 millions en ce moment de maisons abandonnées. Puis c'est des magnifiques maisons en plus. C'est vraiment un gaspillage. Puis, fait que c'est ça, on s'est rendu finalement après plusieurs, peut-être 2 ans à peu près de préparation, on s'est rendu au Japon en 2023. Puis finalement, bon, ça a pas marché, mais j'ai quand même passé plusieurs mois là-bas. Puis on a essayé de partir sur le projet. Lui est encore là-bas, mais après ça, je suis rentré au Québec. Puis j'ai trouvé une job chez Équiterre. Je me suis dit, j'étais membre d'Équiterre depuis plusieurs années. J'étais comme donateur. J'aimais beaucoup la mission aussi. Puis je pense la capacité d'influence de l'organisation, vu qu'elle est très connue au Québec. Puis, je suis devenu chargé de projet, puis maintenant analyste en agriculture. Puis, je travaille sur plein de dossiers. Puis, ça, même si on parle pas encore d'agroécologie au quotidien, je pense que beaucoup des projets, des idées qu'on met de l'avant sont dans la mouvance de l'agroécologie, selon moi. Donc, c'est vraiment aligné avec mes intérêts, mes valeurs. Wow. Voilà. Très cool. Fantastique. La petite question, juste comme ça, juste parce que j'aime me donner cette idée-là. Tu sais, Sarah nous a dit qu'elle a plus grandi en ville. Toi, quand tu parlais avec ton père et tout, est-ce que vous étiez plus en ville, en région, campagne, banlieue? Je sais pas, c'est... Ouais, j'aime jamais ça le dire, mais j'ai grandi en banlieue. J'aime vraiment pas ça. Non, mais c'est intéressant quand même. Tu sais, je veux dire, c'était un moment-là de jeunesse où... tu sais, je veux dire, ça fait partie un peu de nos premières... nos premiers émerveillements, tu sais, ça influence, ça teinte un peu notre milieu de vie, ça influence tout ça. Donc, on était tellement émerveillés. On a grandi en banlieue aussi, à Belleuil. Ah ouais? Beaucoup d'émerveillements à Belleuil. Non, mais tu sais, c'est un bon exemple. Belleuil, tu sais, c'était une place où, tu sais, on côtoyait beaucoup les champs agricoles. Tu sais, on était, en banlieue, mais autour de nous, beaucoup de champs agricoles. Oui, avec Saint-Mathieu. Et avec le temps, on a vu cette ville-là se développer à une vitesse folle pour voir les champs disparaître peu à peu, et remplacer ça par des secteurs d'habitation qui sont devenus
Des développements. Mais toute autre ville, là, mettons. Là, J'ai l'impression qu'à Belleuil, au moins, vous êtes plus près du monde agricole que moi sur la Rive-Nord à Lorraine, où c'est des centres d'achat et des autoroutes. Okay, ouais. Ah ouais, okay. Ben, bon, ça reste qu'à Lorraine, il y a quand même des beaux espaces verts, puis il y avait quand même j'avais un certain contact avec la nature, mais c'est ça. C'est l'exemple de terre d'anciennes terres agricoles, justement, Ici. Laval, Lorraine, tous ces endroits, c'est comme les meilleurs. En fait, Montréal, c'est le meilleur endroit pour l'agriculture. C'est un peu trop tard pour ça. Chaque région commence à développer. Ouais, c'est fou. Moi, j'aimerais ça qu'on vienne aussi un petit peu vers toi, Sarah, parce justement, on sait que tu t'es orienté au final avec le droit en agroalimentaire. Tu es quand même orienté, tu t'es spécialisé vraiment aussi au niveau du bien-être animal. Est-ce que tu peux nous expliquer justement au niveau du bien-être animal, comment c'est régi, comment c'est encadré ici au Québec? Au Canada aussi, au sens plus large. Ben oui, aussi. Oui. Alors, le bien-être animal, c'est un peu compliqué, un mot qui va revenir souvent, mais compliqué dans le sens que chaque animal est encadré différemment. Donc, il faut comprendre qu'on a des animaux de la faune qui sont en captivité et ou faune sauvage. On va avoir des animaux de laboratoire, des animaux de compagnie, animaux de la ferme. Donc, les animaux sont quand même encadrés différemment. Il y a différentes lois pour encadrer chacun. On le constate un peu comment c'est bizarre quand on pense, par exemple, il y a quelques personnes qui ont des cochons en ville. Comme ils sont pas nombreux, mais je sais qu'à Hochelaga, il y a quelqu'un qui a un cochon qui promène en laisse. Puis c'est pas le même encadrement pour ce cochon que Babe et les cochons qui sont dans les fermes à la campagne. C'est un beau parallèle, ouais. On vient de voir le lien qu'elle a. Oui, c'est brillant. Ouais. Alors, je pense qu'on peut peut-être se concentrer sur les animaux de compagnie puis les animaux d'élevage dans l'intérêt du temps, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que le Québec, chaque province a un pouvoir. On fait un petit cours de droit constitutionnel au Canada, un partage de pouvoirs. Les provinces ont certains pouvoirs, le gouvernement fédéral a d'autres. Donc, c'est les provinces qui sont responsables pour encadrer le bien-être des animaux. Chaque province va avoir sa propre loi. Et au Québec, on a depuis l'année 2015, on a modifié le Code civil pour reconnaître que les animaux ne sont pas des biens. Donc, auparavant, ils étaient considérés comme étant des biens, qu'ils sont des êtres doués de sensibilité, ce qui est une traduction du mot sentience en anglais. Donc, aujourd'hui, on parle de sentience, mais à l'époque, c'était pas encore un mot reconnu. Donc, on parle de sensibilité et aussi qu'ils ont des impératifs biologiques, donc des besoins en alimentation, de l'eau, du repos, de l'abri, tout ça. Et en parallèle au Code civil, on a ce qu'on appelle la loi sur le bien-être et sécurité des animaux, la loi BESA. Et cette loi va donner beaucoup de protection aux animaux de compagnie, donc nos chiens, nos chats, peut-être nos poissons à la maison, mais on va aussi avoir des exceptions pour les activités agricoles. Donc, c'est le fameux article 7 de la loi BESA qui prévoit que les normes auxquelles on doit souscrire justement pour nos chiens, nos chats, sont pas les mêmes pour les activités agricoles. Faut se dire, on comprend pourquoi les animaux d'agriculture, d'élevage sont destinés à l'abattage. Donc, c'est quand même un système très différent. C'est pas la même relation qu'avec nos chiens. Alors, on comprend que ça serait un peu difficile de dire, faut pas faire mal à ton animal, à la vache, à la poule, alors que ultimement, c'est après ça, 3 mois, elle va aller à l'abattage. Donc, ce qu'on dit, c'est que on n'est pas nécessairement tenu à respecter les obligations pour les autres animaux, mais on doit tout de même être conforme avec les normes généralement reconnues. OK. Ça, c'est un concept un peu flou. Oui, c'est ça. Il me semble que c'est un petit peu ambigu. Ouais. Donc, c'est les normes de l'industrie. Donc, on s'entend que c'est un peu ce que l'industrie fait. Différentes provinces, mais quelques provinces, ne sont pas nombreux, vont intégrer ce qu'on appelle des codes de pratique. Il y a des codes de pratique qui sont établis par le CNSAE, le Conseil national sur les soins des animaux d'élevage. Et ils vont avoir des codes de pratique pour chaque animal.
OK. pour la vache laitière, pour la poule pondeuse, pour les porcs, pour les chèvres, donc différents animaux. Puis ça, c'est comme au niveau national, dans le fond. Mais au niveau, justement, provincial, là, les ministères, genre MAPAC ou MAFRA, tout ça, eux aussi, j'imagine, ont leur propre code ou... non? Non. Alors, OK. c'est vraiment l'idée que les normes généralement reconnues, on laisse ça pas mal à l'industrie, OK. à les développer. Et Intéressant. puis, il y a quand même des comités qui vont les réviser aussi OK. à chaque 4 années. C'est pas Ouais. les mêmes normes qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans. On voit des développements, mais il y a aussi des pratiques qu'on retrouve dans ces normes que plusieurs vont dire sont Désuètes ou... désuètes ou à revoir. Mais ça, c'est une question, en fait, cette question de c'est quoi le rôle du MAPAC et c'est quoi le rôle des codes de pratique. Donc, c'est quoi le rôle de l'État, puis c'est quoi le rôle d'organismes privés qui sont responsables pour la gouvernance de leur industrie. Ben oui. Ouais. Puis qui, en même temps, veut pas... sont jusqu'à un certain point très biaisés ou orientés peut-être dans la réflexion quand même, où tu sais, le rendement reste, on pourrait dire, le souci qui prime. Puis, mais ça, c'est vraiment, mettons, au niveau du code d'éthique d'élevage. Est-ce que ça concerne aussi tout ce qui est les codes d'éthique au niveau de l'abattage, tu sais? Non, alors les codes de pratique pour les soins, c'est vraiment à la ferme. OK. Et après, on va avoir d'autres normes pour le transport. Ça, c'est le gouvernement fédéral qui régit le transport des animaux, même pour les animaux qui restent dans la province. Et après, pour l'abattage, je disais, c'est compliqué. Pour l'abattage, si c'est pour la viande qui est destinée à la consommation à l'intérieur du Québec. C'est provincial. C'est provincial. Et si c'est destiné au marché interprovincial ou à l'exportation, c'est fédéral. C'est ça. Puis on peut se rappeler, on a fait un épisode sur l'abattage, mais c'est ça, il y a des abattoirs qui sont vraiment fédérales, d'autres provinciales. Donc là, on peut comprendre où ça s'en va, dépendamment, ben, on fait affaire avec différents abattoirs. J'ai le droit de poser une question. Eh ben oui. Là, ça a l'air comme compliqué. Là, pour chaque étape là, dans la chaîne, c'est différents comme entités, instances qui sont chargées de réguler, en tout cas, le bien-être animal. Est-ce qu'il y a comme est-ce qu'il y a de la surveillance qui est faite? C'est quelle instance qui s'occupe de ça au niveau du bien-être animal tout au long de la chaîne? Excusez, c'est une grosse question. Non, mais c'est question, pertinent. ouais. Oui, je suis alors, vraiment tout à fait. Il y a différents curieux. acteurs qui sont responsables pour la mise en œuvre de ces différentes lois. Donc, si on commence avec la fin, avec l'abattage, mais là, justement, si c'est fédéral, c'est la CIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments. OK. Puis là, ils ont des Puis- inspecteurs Ouais. qui... OK, je Qui ont des inspecteurs présents sur les lieux pour inspecter. Bon, on sait qu'il y a des questions de savoir si les inspecteurs peuvent tout voir, s'il y a assez d'inspecteurs pour identifier chaque problème. On avait des moments de pénurie d'inspecteurs assez importantes. Là, on a modifié des règlements pour essayer de concilier un nombre limité d'inspecteurs avec une autre façon d'inspecter. Mais donc, ça, c'est soit la CIA pour les abattoirs sous inspection fédérale et puis le MAPAC, les inspecteurs du MAPAC pour les abattoirs provinciaux. Ensuite, pour le transport, c'est encore la CIA qui est responsable avec ses inspecteurs. Et puis, si on a des soucis avec ça, on veut contester une amende, bien, on va aller devant un tribunal qui est spécialisé en agriculture, un tribunal administratif fédéral. Puis après, sur la ferme, bien, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes, qu'on peut avoir beaucoup de normes. Et puis, justement, si on parle avec des agriculteurs, plusieurs vont dire qu'ils ont beaucoup de règles à suivre, qu'ils se sentent vraiment étouffés par les normes. En même temps, on n'a pas nécessairement toujours des inspections régulières. Donc, pour le bien-être animal, ça fonctionne davantage sur des plaintes. Donc, il faut avoir une plainte, puis la MAPAC peut envoyer quelqu'un. En même temps, si moi, je me promène, je roule en voiture, puis je vois une ferme avicole, je vois pas à l'intérieur. Alors, Non, c'est ça, très c'est difficile de porte soulever close, là. comme des Ben oui, problèmes. il y a aucune fenêtre. Ben, pas dans tous Tu les peux pas cas. vraiment rentrer, de juste vérifier si tout est C'est correct. correct. Je suis un Ouais. citoyen engagé. Oui, donc, mais ça, c'est pas vrai. Comme c'est pas juste pour les animaux, je sais qu'aussi en droit du travail, justement, dans les abattoirs, c'est un problème pour les travailleurs que eux ils disent que, alors que les inspecteurs de la CIA sont là tout le temps pour surveiller le bien-être animal, que pour eux, les travailleurs, l'inspection de sécurité du travail, c'est uniquement en fonction des plaintes. Donc, on voit que c'est un système qui existe dans d'autres secteurs.
l'enjeu pour les animaux d'élevage, c'est que les animaux d'élevage n'ont vraiment pas de voix. Non. Les animaux ne peuvent pas appeler le MAPAC pour dire, écoutez, venez à 3 heures du matin pour voir. Donc, c'est ça un peu l'enjeu quand on parle de transparence, que oui, il y a des règles, on doit respecter, on doit assurer le bien-être selon les normes généralement reconnues. Mais après, qui porte plainte, qui avise pour que quelqu'un se déplace pour voir. Il y a aussi des inspections annuelles qui sont gérées par les fédérations de producteurs. Donc aussi, on a les codes de pratique pour les éleveurs. Aussi, chaque filière va aussi avoir peut-être des plans de bien-être, puis eux, ils vont inspecter. Donc, peut-être eux, ils vont aller plus régulièrement, mais pas avec la force étatique que le MAPAC. Donc, il y a beaucoup de régimes en parallèle. Et puis, d'un côté, plusieurs agriculteurs ils sentent le poids de tout ça. Puis de l'autre côté, on entend toujours des histoires où on voit des photos, des images qui remettent en question si le système fonctionne très bien. Donc, c'est un endroit qui manque pas de normes, mais en même temps, on n'est pas sûr si ça fonctionne. Est-ce qu'ils sont bien mis en œuvre, puis c'est efficace. Puis est-ce que, j'imagine, tu sais, c'est tellement un sujet sensible pour les parties concernées, tu sais, j'imagine autant les agriculteurs que même les différentes instances, tu sais, qui portent une responsabilité, tu sais, dans tout ça au niveau de la vérification. Mais est-ce que c'est des vases communicants, tu sais? Est-ce que entre le MAPAC, c'est la CIA? Oui, L'. ACIA, okay. Agence canadienne d'inspection des aliments. C'est ça. Est-ce qu'eux, ils communiquent? C'est-tu fluide? Il me semble que c'est déjà arrivé quand même d'entendre que différentes opérations gouvernementales n'étaient pas nécessairement tant en communication que ça ensemble. Oui, alors je pense que je ne sais pas à quel point la CIA et le MAPAC sont en discussion. Sûrement, il y a plein de conseils qui travaillent sur des projets. Je sais que, par exemple, Agriculture Canada et le MAPAC travaillent ensemble plus sur le développement de plans d'urgence. Donc, on est un peu moins dans le quotidien de bien-être, mais qu'est-ce qu'on fait quand il va y avoir des feux de forêt, des inondations, donc toutes ces choses comme ça. Comment est-ce qu'on va évacuer les animaux. Fait que ça aussi, c'est une question de bien-être. Et justement, en raison de ce partage de compétences fédérales, provinciales, il y a quand même des groupes de travail avec différentes provinces puis le fédéral qui travaillent sur ça. Mais après, sur le transport, ça reste quand même le domaine fédéral puis tu peux pas trop gouvernement. Ouais. Puis aussi, c'est des questions constitutionnelles plus larges aussi, mais on comprend que souvent les provinces ne sont pas enthousiastes à l'idée de perdre leur contrôle sur des domaines. Donc, il y a quand même des conséquences si on commence à tout faire ensemble. Dans un monde idéal, c'est comme pourquoi on ne peut pas juste travailler ensemble, main dans la main. Mais après, ça prend quand même des lignes claires pour savoir aussi, ultimement, qui est responsable. C'est pour pas qu'il y ait d'ingérence non plus ou qu'il y ait un peu de, pas nécessairement un monopole, mais trop de pouvoir qui soit attribué peut-être à une province en matière ou au pays, justement, en matière de gestion de certains dossiers. Là. Et de reconnaître aussi la diversité, comme c'est pas la même réalité au Québec qu'en Alberta, par exemple. Alors, on veut... C'est bien d'avoir une certaine diversité puis de pas avoir un one-size-fits-all, que tout le monde doit faire ça partout. C'est bien dans l'agriculture de reconnaître que les vaches puis les poules, c'est pas la même chose, premièrement, que la réalité géographique, c'est pas la même chose ici que en Nouvelle-Écosse. Donc, c'est quand même important de reconnaître cette diversité aussi. Je pense que j'aimerais ça, avant de retourner vers toi, Olivier, c'est quoi justement, est-ce qu'on pourrait dresser comme juste la liste des principaux enjeux juridiques qui entourent plutôt le bien-être animal ici, tu sais? Oui, alors je pense qu'il y a différentes façons de le concevoir. Donc, premièrement, enjeu juridique, il y a cette question de à la ferme, en transport, abattage, que c'est différents régimes. Ensuite, on peut avoir des questions, là, c'est peut-être un peu plus théorique, mais c'est quoi la mise en œuvre, c'est quoi la surveillance. Donc, on peut avoir... L'enjeu juridique, en fait, c'est qu'on peut avoir des normes, mais après, la mise en œuvre, l'inspection, la surveillance, la capacité économique des acteurs de les mettre en œuvre, c'est comme pas des questions juridiques, mais ça l'est. Ça, c'est un enjeu en agroalimentaire que aussi, des fois, est-ce que ça prend une nouvelle loi? Probablement pas.
Comme ça C'est pas prend... une question de loi, c'est une question d'avoir peut-être assez d'effectifs pour être capable de supporter ces lois-là. Oui, oui. Donc, ça, il en manque pas d'enjeux. On a des questions sur le soin à la ferme, sur justement la gestion d'urgence, des conditions de travail dans les abattoirs. Il y a plein d'enjeux, mais ils sont vraiment interconnectés avec des questions économiques de proximité d'abattoirs. Ça se peut que comme les règles fonctionnent, mais il y a d'autres facteurs économiques qui font en sorte que d'autres problèmes se présentent. Donc, c'est pas vraiment une réponse à votre question, mais c'est un peu ça la réalité, qu'ils sont un peu interconnectés. Puis, mais je dirais qu'il y a peut-être un enjeu, peut-être pas un enjeu juridique, mais un enjeu, c'est aussi une petite déconnexion entre les tribunaux judiciaires et comme la réalité. Donc, on voit quand même que on a quelque chose dans le Code civil qui dit que les animaux ne sont pas des biens, qui sont doués de sensibilité, mais on voit vraiment une réticence des tribunaux de donner valeur à cette idée. Okay. C'est quoi le résultat pratique de dire ça? Mais si on mais là, il y avait une affaire, pas en élevage, mais le rodeo de Saint-Tite, il y avait un recours pour essayer d'interdire le rodéo. OK. Puis, en fait, la réponse, c'est que il y avait personne qui avait intérêt pour agir pour les animaux. Ouais, non, c'est ça. Alors, c'est beau avoir quelque chose dans le Code civil, mais ces personnes peuvent intervenir en leur nom. Ça limite la portée réelle de la loi. Ben donc, c'est plus dans comme l'effectivité de la loi que dans la loi elle-même. Fait que depuis ce temps-là, parce que là, ça fait maintenant 10 ans, est-ce qu'il y a eu quand même des cas où ça, mettons, ce règlement-là ou cette conception-là a prévalu justement en tribunal? Ou? Légèrement. Il y avait une affaire concernant... puis là, je vole un peu le travail de ma doctorante parce qu'elle travaille aussi sur ces enjeux. Donc, je vais faire un petit shout-out à Daphné Béménard. Salut Daphné. En espérant que je reprends bien ses propos et d'autres collègues qui travaillent sur ces questions. Mais c'est plus dans des questions de garde des animaux ou des questions de si un animal, mon chien est frappé par quelque chose, il meurt, est-ce que ma compensation va être plus élevée qu'elle était auparavant? Puis il y avait quand même une affaire portant sur l'euthanasie d'un chien qui a mordu quelqu'un. Et puis finalement, mais le résultat final, c'était la même. Le chien était euthanasié, mais on avait souligné dans cette affaire que l'article 898.1 a une valeur de norme comportementale, ce qui veut dire que c'est là pour un peu guider la manière dont on traite les animaux. Donc, c'est même si ultimement la fin, c'est la même, on a une obligation de le faire avec soin. Puis là, la question, par contre, c'est après, on essaie de l'appliquer ailleurs. Donc, il y avait aussi l'affaire des chevreuils à Longueuil. Oh, oui. Ça n'a pas fonctionné là, ça n'a pas fonctionné pour le rodéo. Et puis, dans l'industrie agroalimentaire, je pense pas que les tribunaux sont prêts. Tu sais, les conséquences vraiment de dire que les animaux sont vraiment doués de sensibilité puis on doit les traiter comme il faut avec le nombre. Tu sais, c'est 851 milliards d'animaux sont comme abattus par année. Wow. C'est des chiffres immense, qu'on peut comme juste pas comprendre. Si on doit vraiment prendre soin de tous ces animaux, les conséquences sont vraiment importantes. Donc, je pense qu'on a un énoncé qui on aspire vers ça, mais on n'est pas encore rendu là dans la réalité. Puis prêt à assumer un peu l'impact, le tsunami là, de l'onde de choc que ça viendrait créer aussi au final. C'est quand même impressionnant. Hein? Honnêtement, j'en reviens à ta phrase initiale. C'est complexe. Tantôt, j'essaie de penser à plein de trucs sur OK, mais si on applique... Puis là, ça devient rapidement casse-tête, hein, tout ça. C'est comme... difficile. Non, mais c'est difficile de concevoir notre mode de vie tel qu'il est en ce moment. Tu sais, comment la place qui est laissée à ces animaux-là dans notre société. Comment faire réussir une transition là-dedans, ça devient un enjeu quasiment de valeur plus qu'autre chose. Là, tu sais,
Ouais, puis même, j'imagine, c'est ça un point, tu sais, même au niveau économique, social, ça serait sans précédent, tu sais, de devoir donner de plus en plus de droits sans nécessairement, mettons, considérer les animaux comme humains, comme des personnes, tu sais. Puis de devoir, tu sais, se rendre à un niveau, justement, de considération assez élevé, là, en fait, c'est tout le système qu'il faut revoir, toutes les pratiques agricoles qu'il faut revoir, tous les systèmes de transport, c'est ça, comme tu disais aussi, ça devient... Ouais, rapidement, on dirait que la seule solution simple qui ressort de tout ça, c'est comme, OK, mais soyons végétariens, si mangeons moins de viande, du moins, c'est comme, je peux pas croire qu'on puisse réussir à démêler tout ça sans juste tout simplement réduire la quantité de viande qu'on va manger. C'est absolument impossible. J'imagine que le bien-être animal, il est plus facile à respecter dans des petits élevages, dans des plus petits, mettons, et voilà, abattoirs de proximité que des grandes fermes industrielles, j'ose croire. Ouais. Alors, malheureusement, c'est compliqué. Encore. C'est plate, on va pas m'inviter. On pense à mes pauvres étudiants, c'est toujours compliqué, mais ça fait une belle apprentissage. Mais non, c'est ça, je pense que ce qu'il faut aussi essayer d'apprendre, puis je pense que c'est là que, comme un dialogue est peut-être possible, qu'on est dans un moment extrêmement polarisant, puis justement, est-ce qu'il faut être végétarien ou pas? Comme est-ce qu'on peut réduire la consommation de la viande sans nécessairement que tout le monde se positionne comme étant vegan ou non? Parce qu'en fait, la réalité, c'est que on peut avoir une petite ferme après comme d'élevage, puis l'agriculteur s'en occupe pas. Aussi, ouais. Qui aussi, alors des fois, ce qu'on voit, mais moi, dans mes recherches, mais c'est plus dans les abattoirs, c'est pas nécessairement les résultats auxquels je m'attendais, puis c'est pas nécessairement ceux que je veux non plus, parce que ça complique les recommandations, mais que parfois, c'est les plus gros abattoirs, comme les nouveaux abattoirs, les méga abattoirs. Qui ont des meilleures normes, genre de meilleures pratiques. Qui ont des meilleures pratiques, ils ont une équipe, ils ont un budget pour... une équipe pour vraiment développer, pour concevoir la distance, c'est plus éclairé, c'est moins dangereux pour les travailleurs. Puis je dis encore pas que chaque gros abattoir est comme ça, mais qu'il y a des possibilités que le petit peut pas faire, peut pas investir. Il y a pas de... Alors, je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'on essaie d'arrêter de faire un peu les lignes. Puis moi aussi, je le faisais aussi, que le petit abattoir de proximité, c'est... automatiquement mieux. Parfois, oui. Puis il y a aussi plein de choses. Le transport des animaux, on réduit le transport. Ça, c'est crucial. Comme le pire moment pour les animaux, c'est pas l'abattage. C'est tellement stressant pour les animaux. Le transport, les violations qu'on retrouve, là, c'est davantage en transport, le débarquement d'animaux blessés que l'abattage en soi. Alors, ça, on peut avoir des raisons de vouloir des petits parce que c'est pas loin, mais les petits sont peut-être moins équipés pour abattre comme il faut. Alors là, c'est comme, OK, mais qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qui est plus important? Ça, c'est des choix politiques, des coûts économiques. Donc, ça prend vraiment comme l'intervention de tout le monde. À ce niveau-là. Puis, dernière petite question. On va vraiment revenir à toi. Parce que c'est vraiment intéressant. En même temps, je pose des questions aussi. Ça aide pas, là. Mais, mettons, on avait reçu notamment Dominique Lamontagne qui était venu nous jaser du projet pilote, par exemple, qu'il est en train de réaliser avec le MAPAC pour pouvoir faire de l'abattage à la ferme. Justement, toi, comment tu vois un peu cette possibilité-là? Évidemment, pas de transport, c'est abattu à même la ferme, mais est-ce qu'il y a comme un réel potentiel nourricier à ce niveau-là aussi? Du moins... sans changer, mettons, des habitudes de consommation. Oui, alors, mais le projet de Dominique est vraiment génial. Et puis, c'est vraiment le modèle de quelqu'un qui est soucieux du bien-être des animaux, qui a une ferme idyllique, qui fait tout super bien, puis la qualité de ses produits, comme c'est vraiment la meilleure personne pour le faire. Après, la question, c'est un peu, est-ce que ça va changer quelque chose pour le consommateur moyen qui va faire son épicerie à Maxi, à Super C?
Pas nécessairement. Donc, c'est vraiment pas pour... je pense que ce que lui, il propose, c'est un produit artisanal de qualité qui est super intéressant pour plusieurs personnes, mais qui serait pas nécessairement accessible à tout le monde et qui change pas nécessairement... Comme la question que je me pose, c'est en créant des projets d'exception, est-ce que ça libère un peu l'industrie de dire, mais on n'est pas obligé de changer parce que pour ceux qui veulent vraiment la bonne viande, ils peuvent faire ça, mais ça n'oblige pas un changement à l'interne. Ah ouais, Donc, c'est quoi un peu cette question de... moi, dans mes recherches, je parle de l'agriculture du milieu. Ouais. Donc, entre le conventionnel puis entre l'artisanal, y a-t-il moyen d'avoir plus d'options dans le milieu pour que ça soit pas juste certaines personnes qui ont le privilège d'acheter des trucs artisanaux. On les aime, on peut les encourager, mais ça va pas nécessairement challenger l'industrie à changer ses propres pratiques. Ouais. Donc, quelles sont les autres choses qu'on peut faire pour essayer aussi de diriger les changements politiques vers cette agriculture du milieu? Super intéressant. Je pense qu'on va pouvoir y revenir aussi tantôt en parlant justement de cette agriculture-là. Justement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu d'Équiterre quand même pour dresser un peu un portrait de ce qu'Équiterre fait principalement. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même chez Équiterre aussi. Mais... Ouais, je pourrais pas te faire un survol là, de tout. tous les projets parce que ça prendrait beaucoup de temps. Là, on est une grosse équipe surtout en alimentation, là, qu'on travaille sur... pratiquement une dizaine de projets en ce moment. Mais en agriculture, là, si je peux faire peut-être un bref historique, là, on se rappelle, Équiterre, ça fait 30 ans que ça existe. Puis, je pense au début des années 2000, il y a le réseau des fermiers de famille qui a été lancé par Équiterre, donc qui est assez... qui existe toujours d'ailleurs, là, qui est plus géré par Équiterre, mais qui est devenu un organisme à part entière depuis 2020. Donc, ça fait longtemps qu'Équiterre parle d'agriculture de proximité, d'agriculture locale, de pratiques agroécologiques. Donc, c'est ça, on travaille beaucoup par des projets de démonstration puis d'actions concrètes pour montrer que le changement est possible, montrer autant aux citoyens qu'au gouvernement que le changement est possible. Puis, le réseau des fermiers de famille en est un bon exemple. Puis dans les dernières années, en agriculture, on a travaillé longtemps sur les pesticides, mais c'est un long combat qui est quand même ardu, puis ça prend partout dans le monde. Tout le monde se casse la gueule un peu parce que c'est vraiment difficile de changer les choses, juste en s'attaquant aux pesticides directement. Donc, on a un peu changé notre approche pour travailler un peu plus sur sur leur concept qui ratisse plus large sur la santé planétaire maintenant. OK. Donc, là, je pourrais en parler longtemps, fait que je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais en gros, on propose comme des changements au niveau des pratiques agricoles, de diversifier plus ce qu'on produit, puis faire pousser des aliments qui sont bons pour les sols, bons pour l'agriculture, mais aussi bons pour la santé humaine et aussi qui sont abordables. Puis, voilà, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais... puis on travaille aussi beaucoup en approvisionnement alimentaire. Donc, on va souvent soutenir des institutions publiques pour qui achètent des aliments qui sont durables et locaux. Donc, souvent des grains, des légumineuses qui viennent du Québec. Donc, ça, c'est des institutions publiques, que ce soit les hôpitaux, les écoles. Ça représente des milliers de mangeurs par jour. Donc, on voit qu'il y a un gros levier là qui est vraiment intéressant pour venir stimuler notre agriculture locale. Puis, on travaille aussi depuis, disons, 1 an et demi, 2 ans sur la protection des terres agricoles, un peu plus en tout cas. On travaillait, on avait déjà un volet là-dessus, mais là, on s'est plus, disons, on a mis les bouchées doubles depuis à peu près 2 ans en formant l'Alliance salutaire, donc qui est une coalition d'organismes en environnement, en agriculture et en aménagement du territoire. Donc, là-dedans, il y a justement le réseau des fermiers de famille, la Fédération de la relève agricole du Québec, Équiterre, Protecteur, qui travaille, je ne sais pas si vous connaissez, mais il travaille sur les fiducies. Les FUSA, exactement. Yes. Et on puis, salue Louis qui travaille chez Protecteur aussi, un de nos amis à nous qui est vraiment smart. Louis Béchard? Oui. Ah, ben oui. Ben, il est avec nous à l'Alliance. C'est le représentant de Protecteur à l'Alliance. Fait que, salut Louis. Puis aussi Vivre en ville, que je ne voulais pas oublier, qui travaille plus avec le milieu municipal, puis qui, en fait,
chaque organisme, en fait, on s'est rendu compte qu'on parlait tous de la protection du territoire agricole, mais chacun un peu de notre côté. Puis on s'est dit, ça serait pas mal plus efficace si on rassemblait nos voix, on rassemblait nos expertises pour pouvoir améliorer la protection du territoire agricole. Puis c'est là-dessus que moi, je travaille plus spécifiquement là, depuis le début de l'année. Donc, je suis coordonnateur de l'Alliance, puis analyste en agriculture, c'est ça, chez Équiterre. Yes. Puis tu sais, c'est super intéressant. Puis tu sais, je pense même pour faire le pont aussi, tu sais, pour peut-être relever même la pertinence de ça, tu sais, on parle d'enjeux de bien-être, d'enjeux au niveau des agriculteurs, des différentes instances, mais pour ça, il faut qu'il y ait une agriculture aussi qui continue, qui soit vivante, qu'on puisse avoir de la relève, des gens qui puissent accéder à la terre aussi. Fait que c'est super intéressant. Je pense même pour faire un petit parallèle, il y a eu le forum de la SAT. Ouais. Système alimentaire territorialisé. Territorialisé. Ouais, des deux, là. OK. Territorialisé. C'est ça. Moi, je mêle tout le temps les deux aussi. Ça va. La SAT. La SAT. La SAT. Puis, est-ce que justement, tu as participé là, en représentant Équiterre? Est-ce que tu pourrais un peu nous faire un petit survol juste rapide? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été discutés là qui étaient comme intéressants, qui t'ont... Ben moi, ce qui m'a marqué de cet événement-là, c'est qu'il y a énormément de gens au Québec qui sont mobilisés puis qui sont conscients de l'importance de développer une agriculture de proximité pour dynamiser nos régions, pour aussi améliorer la santé des gens. Tu sais, on a beaucoup parlé d'alimentation scolaire. Tu sais, il y a une entente qui a été signée récemment avec le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, pour donner un meilleur accès à des aliments sains, locaux, aux jeunes dans nos écoles. Donc, il y a vraiment un bel engouement. Puis là, peut-être ce qui manque un peu, c'est encore des ressources. On en a parlé tantôt. C'est beau au niveau des règles, des règlements au niveau juridique, mais souvent, c'est les ressources qui manquent en agriculture et en alimentation. Mais c'est ça, je pense que le forum, c'est vraiment une belle place pour échanger toutes ces idées-là. Puis peut-être un petit bémol ou un commentaire constructif que j'aimerais dire, c'est que je pense qu'il faudrait plus des gens, des représentants de l'agriculture du milieu, justement, qui fassent partie de ces discussions-là. Ouais. Il y en avait quelques-uns, des gens de l'UPA, tout ça, mais si on veut vraiment changer notre agriculture, je pense qu'il faut établir des dialogues avec l'ensemble du monde agricole. C'est un peu ça. C'est tellement intéressant, tu sais. Je pense à notamment, tu sais, nous, on s'était fait approcher, bref, avec notre ferme, avec Michael, évidemment, on fait partie comme de l'association des producteurs maraîchers fruitiers de Charlevoix, puis on s'était fait approcher par, je pense que c'était par le CISA carrément, là, qui avait fait une initiative dans Arthabasca, dans le fond, pour réunir différents acteurs, justement rassembler autant MRC que institutions, producteurs, même au niveau logistique, système de livraison, pour essayer de rallier ça un peu tout ça ensemble puis permettre d'offrir, dans le fond, des produits issus de l'agriculture locale à, justement, des institutions. Mais on dirait que c'est ça, hein? Au final, il y a comme comment on arrive à faire un peu collaborer tout ce monde-là ensemble. C'est comme plein de réalités hyper diverses qui sont toutes légitimes aussi, qui ont toutes leurs contraintes et leurs enjeux. Et comment est-ce que vous arrivez quand même à avoir un peu à faire ce pont-là, mettons, à jaser autant avec l'UPA qu'avec les producteurs? L'Alliance salutaire ou Équiterre en général, on n'a pas, par exemple, travaillé sur des projets où est-ce qu'il y a, je sais pas, 10 acteurs différents, vraiment de milieux complètement différents, où est-ce qu'il faut que tout le monde s'entende, mais on va plus, comment dire... oui, pour nous, c'est important, en fait, de parler à tout le monde, puis bien comprendre c'est quoi les intérêts de chacun, puis voir un peu comprendre d'où ils viennent avec leurs besoins, leur background. Puis c'est un peu ce qu'on fait avec l'Alliance salutaire. On va accompagner, par exemple, on va travailler avec des MRC, on va travailler avec des producteurs, on va travailler avec... on essaie de collaborer aussi avec, bien sûr, l'UPA, puis avec tout le monde. Mais je pense que c'est un défi là, de la concertation, mais c'est ça...
même, puis on parlait de SAT, là, de système alimentaire territorialisé. Si tu veux un système alimentaire qui fonctionne, ben tu as besoin de tout le monde autour de la table. Donc, je pense que ça prend des compétences humaines, vraiment importantes. La communication, de l'écoute, l'émpathie. Fait que c'est ça. Ben là, dans ma vie de tous les jours, on a moins travaillé là-dessus pour l'instant, mais ça va venir, je pense, dans l'année, là, où est-ce qu'on... Vous allez plancher un peu plus... Sur la concertation, oui. Sur la concertation, carrément. Ouais. C'est vraiment... Moi, c'est ce que de mon point de vue, c'est vraiment ce que je vois qui est comme... qui va être une clé, là, c'est de réussir à travailler ensemble, c'est de réussir à mobiliser différents groupes, puis de faire travailler ces groupes-là ensemble. Au niveau, justement, mobilisation, je sais que Équiterre a quand même eu des rôles importants. Encore aujourd'hui, je sens que vous avez le potentiel de faire ça. Dans le sens comme les paniers, les familles de famille, je trouve que ça, c'est un très bel exemple, justement. Ils ont réussi, en mobilisant différents groupes, de rendre accessible l'agriculture bio de petites fermes pour la classe moyenne, pour le grand groupe, qui est le groupe moyen un peu dont tu parlais tantôt, là. Finalement, est-ce qu'aujourd'hui, encore, vous travaillez sur des projets comme ça, de mobilisation ou... Ben, ouais, mais c'est un peu ce que je dis. Quand je parlais de concertation, ça touche à de la mobilisation beaucoup pour l'Alliance salutaire, on travaille sur la protection des terres agricoles. Puis cette année, on a plus travaillé en fait dans les dernières années au niveau provincial. On a beaucoup participé à des grandes consultations nationales ou le nouveau projet de loi du MAPAC sur la protection, la pérennisation du territoire agricole. Ben on a travaillé là-dessus. Donc plus au niveau du plaidoyer politique, mais cette année, on va se lancer dans une tournée régionale où est-ce qu'on va aller à la rencontre des citoyens, des élus municipaux pour parler des enjeux agricoles dans leur région, puis voir comment qu'on peut faire concrètement pour mieux protéger le territoire agricole. Donc, éviter qu'on fasse du dézonage, qu'on construise des maisons, des commerces, des industries, qu'on bétonne des terres agricoles qui servent à nous nourrir puis qui servent à notre autonomie alimentaire. Mais comment qu'on peut faire concrètement pour protéger ça? Puis la stratégie là-dedans, c'est vraiment d'amener les citoyens, le monde agricole, comme je disais, le monde municipal, puis discutons ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire, puis sachant que chacun comme tu disais, des intérêts puis une réalité différente. Les villes, par exemple, sont pris avec une situation financière difficile. Ils ont besoin d'augmenter leur financement. Fait qu'ils veulent aller chercher des comptes de taxes. Puis développer des secteurs résidentiels. Mais si ça se fait au détriment des terres agricoles, c'est pas une solution parce que là, les agriculteurs, eux, puis la relève, aura pu accès à des bonnes terres accessibles financièrement parce que le prix des terres monte partout. Il va exploser. Puis... c'est ça. Il a été multiplié par 10 en moyenne au Québec dans les 25 dernières années. Ça reste que pour la relève, c'est très difficile de trouver des terres abordables sans s'endetter jusqu'au cou pendant 10 ans. Fait que, il y a aussi ces enjeux-là que je pense que peut-être le monde municipal, par exemple, n'est pas tant au courant. Ou sont juste pris eux-mêmes avec leurs propres problèmes, mais travaillons ensemble pour développer des solutions. Pour trouver des solutions, c'est ça. C'est tellement intéressant, tu sais, pour vrai, on dirait, c'est ça, je sens on dirait qu'avec une espèce de communication, comme tu dis, une concertation, clairement qu'il va y avoir aussi des nouvelles solutions qui vont émerger, tu sais. Mais est-ce que, je me posais la question, est-ce que vous sentez ou que toi, tu sens qu'il y a une mobilisation, on pourrait dire, des citoyens en région, des gens qui participent. Est-ce que, des fois, mettons, on a l'impression, là, c'est super anecdotique, là, c'est juste pour relever le truc, que, mettons, tu vas dans un conseil municipal, c'est tout le temps la même gang qui est là, c'est tout le temps les mêmes personnes qui sont là à reporter un peu les mêmes choses, mais le reste, en général, est moins mobilisé, moins présent. Comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a une mobilisation au final en région quand même? C'est sûr que je pense que les gens ont beaucoup on a tellement de choses à se soucier au quotidien que des fois, la protection des terres agricoles, ça commence à faire loin un petit peu, surtout pour les gens, mettons, qui habitent en ville, en banlieue. Mais en région, il y a des régions aussi où est-ce qu'il y a beaucoup de terres agricoles. Puis ça a l'air de construire sur des terres agricoles, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais ça a un impact sur... Il y a d'autres
il y a d'autres villes, il y a d'autres régions qui regardent ce qui se passe ailleurs, puis ils disent, ah, ben, on peut peut-être faire pareil. Donc, il faut aussi sortir un peu de notre petit coin. Mais, bon, ça, c'est un petit éditorial, mais pour le reste, c'est pour la mobilisation, puis je pense l'intérêt des gens puis de la population. En tout cas, ce qu'on voit chez Équiterre, c'est qu'elle est présente parce que quand, par exemple, on a lancé un appel aux citoyens à signer envoyer une lettre au premier ministre, au ministre de l'Agriculture pour mieux protéger les terres agricoles, ben, ça a été un de nos envois de lettres. C'est une stratégie de mobilisation qu'on fait chez Équiterre qui a le plus marché dans l'année. Puis quand on fait des appels aux citoyens, à nos membres, à nos sympathisants, quand on parle de protection du territoire agricole, partout au Québec, c'est l'enjeu qui, je pense, qui vient plus chercher les gens qui disent « Ah, ça n'a pas de bon sens que le prix des terres a autant augmenté puis qu'on ait autant perdu de milliers d'hectares de terre dans les 20-25 dernières années. » Donc, on voit que ça fait beaucoup réagir parce qu'on parle aussi de sécurité alimentaire. Ben oui. C'est à la base de nos besoins comme humains, puis là, on est en train de bétonner ça. Donc, bétonner nos terres qui nous nourrissent. Donc, je pense que les gens, ils s'en rendent compte à quel point c'est précaire. Donc, je pense que ça vient chercher les gens, là, beaucoup. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai une question. Eh ben oui. C'est à mon tour. Mais juste par curiosité, je me demande si, est-ce que vous parlez en ce moment à Équiterre, est-ce que le contexte actuel qu'on vit en live avec les tarifs puis les remises en question sur l'autonomie alimentaire, est-ce que ça va vous aider à pousser vos projets? Est-ce que vous sentez que le discours actuel fait en sorte que tout le monde a peur puis il fait comme des craintes économiques, comme comment est-ce que ça joue sur vos activités? Je pense que oui, ça nous aide parce que, justement, il y a une prise de conscience sur l'importance de l'alimentation locale, de protéger nos acquis ici au Québec. Puis le message, par contre, le message qu'on envoie aux gens, c'est de dire, par exemple, pendant la pandémie, justement, les paniers bio, c'est devenu super populaire. Il y a eu une grande montée. Puis après ça, c'est redevenu à la normale. Puis là, en ce moment, je pense qu'on voit le même phénomène. Guerre tarifaire, les gens, encore là, il y a une autre prise de conscience. Il faut acheter local, il faut acheter dans des aliments qui sont produits dans des bonnes conditions environnementales, etc. Ben là, il faut pas que ça devienne juste en temps de crise. Il faut que ça devienne la normalité puis qu'on soutienne de façon continue ces initiatives-là. Puis c'est un peu le message qu'on envoie aux gens en ce moment. Mais clairement, je pense qu'il y a un intérêt autant politique, mais aussi citoyen de soutenir l'alimentation, l'agriculture locale. Fait que c'est de bon augure, mais il faut que ça reste dans le temps. Oui, c'est ça, que ça soit durable. Mais c'est tellement une bonne question que je te la renverrais, Sarah. À savoir, tu sais, c'est quoi l'impact, mettons, en général, de tumultes comme ça, un peu sociaux, là, de guerres tarifaires, sur, justement, on pourrait dire, les pratiques. Est-ce que ça a une influence vraiment, mettons, sur comme tout ce qui est élevage? Est-ce que du fait que plus de monde veulent consommer, par exemple, de la viande d'ici, il y a comme un regard qui se porte sur ça, puis il y a comme un peu plus de soucis par rapport à ça, ou au contraire, c'est pas nécessairement dans le portrait, puis ça fait juste un peu légitimer qu'on veut acheter de la viande d'ici, on sait pas trop comment c'est fait qu'on l'achète. Puis... C'est un peu un mélange de tout ça. Je pense que beaucoup de personnes se posent des questions sur l'autonomie alimentaire, puis on aimerait peut-être avoir un peu plus d'indépendance, mais ça revient à ce que tu disais, que durant la pandémie, on avait un peu les mêmes discussions, puis plusieurs d'entre nous pensaient que c'était comme le moment, on avait une fenêtre pour changer un peu nos politiques, puis finalement, les choses se sont replacées. Donc, est-ce que cette fois-ci, ça va être différent? Mais à la fois, on voit que les consommateurs veulent acheter local, mais là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a tellement de confusion sur l'étiquetage, puis que finalement, on se rend compte que produit du Canada, qu'est-ce que ça veut dire? C'est emballé ici. Emballé ici, mais il y a eu des affaires de jus de pomme il y a quelques années que c'est pas des pommes du Canada, mais c'est emballé ici. Puis je pense que les consommateurs, mettons, le jus d'orange, on comprend que c'est pas d'ici, mais ton carton Oasis... Il joue sur l'ambiguïté de... Ça, tout le monde dit, mais c'est des pommes, nous, on produit des pommes. Donc, il y a un peu d'enjeu en ce moment de qui va sauter sur l'étiquetage produit du Canada, alors que c'est pas nécessairement l'agriculture qu'on aimerait non plus. Fait que, ça aussi, il faut faire attention que c'est pas aussi clair que juste dire que c'est fait au Canada. On a des enjeux aussi de travailleurs temporaires qui travaillent dans des mauvaises conditions. Fait que c'est pas parce que c'est local
que c'est que bien c'est fait. bien pour certaines raisons. Donc, oui, ça va moins voyager, mais c'est pas nécessairement dans des meilleures conditions. Fait que ça, c'est des réflexions pour faire des choix. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ouais. Mais puis dans ces moments justement un peu plus difficiles si on veut là, comment justement les universités ou les centres de recherche ben finalement peuvent aider. Tu sais, quel est votre rôle dans ces situations-là, je pense au niveau recherche de nous fournir si on veut du jus à se mobiliser, à avoir adopté de nouvelles. J'attendais pour réagir. Et puis à se mobiliser. C'est sur le plateau, là. C'est réussir peut-être à justement adopter une nouvelle politique. Parce qu'au final, il faut en profiter. Là. Ces moments-là, le monde sont mobilisés, le monde, ils ont le regard sur nos pratiques. Peut-être qu'on n'a pas réussi tant que ça à la pandémie. Est-ce que cette fois-ci, on va réussir à changer nos politiques? Est-ce que ces moments-là sont des moments où vous sentez qu'il y a plus d'intérêt sur le travail que vous faites? T'sais? Bien, je pense qu'il faut toujours avoir espoir, comme de dire que ça n'a pas fonctionné en 2020, peut-être que cette fois-ci, ça va fonctionner. Puis là, on a non seulement, on a plusieurs choses. On a les tarifs, mais un les feux de forêt en Californie. Je pense qu'il y a comme des conflits armés qui impactent l'approvisionnement. Il y a un pont qui s'écroule, puis ça impacte. Alors, je pense qu'il y a comme tellement de facteurs que c'est difficile de pouvoir croire qu'on peut continuer comme on le faisait. Mais après, comment est-ce qu'on va changer? Donc, aujourd'hui, si quelqu'un veut changer ses habitudes puis acheter local, les abattoirs, les chaînes d'approvisionnement sont déjà très installées. Puis c'est pas facile juste de dévier puis de dire, je vais arrêter d'aller ici, je vais envoyer mes animaux à tel abattoir, mais il n'y a pas d'autre abattoir pour les marchés locaux. On est un peu pogné avec le système actuel. Fait que ça prend quand même, encore une fois, non seulement des politiques, mais un investissement économique pour pouvoir dire, là, on va devoir repenser ces établissements. La transformation, c'est surtout là aussi, transformation de distribution, c'est là un enjeu. Donc, il y a la production agricole, puis on peut avoir beaucoup de personnes, puis beaucoup de consommateurs, mais après, tout est concentré au milieu. Puis c'est ça qui va vraiment déterminer où va l'alimentation, les aliments. Donc ça, c'est quelque chose aussi à regarder. Mais je pense que les chercheurs, mais c'est sûr que les chercheurs, on a le privilège de notre autonomie, puis on peut choisir nos sujets, puis on peut choisir des choses plus théoriques. Moi, ce que j'aime de l'agroalimentaire, c'est que c'est vraiment très des concret. Sujets, c'est concret, c'est de l'actualité, mais c'est aussi interdisciplinaire. Donc c'est sûr que moi, je peux amener une perspective juridique, mais ça prend justement des partenariats avec le MAPAC, ça prend des partenariats avec l'UPA, avec Équiterre, de pouvoir... moi, j'ai le temps de réfléchir, d'écrire, sans non plus comme représenter une partie prenante, mais ça prend aussi la réalité des gens qui sont sur les terres pour dire, mais écoutez, ça c'est beau sur papier, mais en réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça prend des échanges pour pouvoir proposer des politiques qui sont comme pratiques. Puis est-ce que... Oh, je vais Je voulais juste faire du pouce sur, sur l'importance de la recherche. C'est nous, chez Équiterre, aussi à l'Alliance salutaire, les positions qu'on met de l'avant, c'est pas décidé sur un coin de table. Là. Les recommandations qu'on fait, c'est on travaille avec des chercheurs, on va aussi travailler avec des acteurs du terrain, fait on mêle tout ça ensemble pour... c'est vraiment la recherche universitaire qui nous aide à se guider puis à donner des solutions concrètes puis réalistes. Donc, puis tu parlais de manque d'investissement dans les infrastructures locales, régionales. Ben, c'est le genre de recommandations qu'on met de l'avant chez Équiterre puis à l'Alliance salutaire pour justement régionaliser nos chaînes d'approvisionnement puis nous rendre plus résilients. Fait que, c'est ça. Donc, c'est super important ce que vous faites. Yes. Puis, parlant de financement, je vous fais, là, justement, en termes de recherche en ce moment, financement, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est facile à chercher du financement ou c'est difficile pour vous aussi? Ou... Je dirais que c'est plus facile pour quelqu'un comme moi que dans d'autres disciplines. Okay. Mais c'est sûr que je suis pas comme en STEM. Là, j'aurais pas de problème à chercher du financement. Mais non, l'avantage... J'ai pas choisi ce domaine en fonction de possibilités de financement, mais ça tombe bien que parce que c'est d'actualité. Comme le projet que j'ai mené que je termine sur les conditions de travail puis le bien-être dans les abattoirs. En fait, j'ai appliqué avant la pandémie, puis je l'ai pas eu. Puis
j'ai appliqué une deuxième fois, comme quelques mois après, un an après la pandémie, 2021. Puis là, je l'ai eu. Alors, je pense qu'il y a aussi comme une prise de connaissance et que pour un sujet aussi qui est quand même assez bizarre parce que c'est pas dans une domaine, c'est pas dans l'autre. Donc, les comités d'évaluation, des fois, vont se poser des questions comme qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi ce projet? Mais quand c'est des choses qui sont à la radio, c'est des choses que tout le monde en parle, ça permet de démontrer l'importance. Alors, en ce moment, je pense que, en tout cas, nous, notre université à l'Université d'Ottawa, on est vraiment encouragés à faire des choses axées plus sur les politiques publiques. C'est essayer d'entrer en dialogue avec le gouvernement. Donc, pour moi, ça tombe bien. C'est sûr que ça prend beaucoup de travail. Juste faire les demandes de financement, ça, c'est une job en soi. Mais je suis pas découragée. Je trouve que ces projets tombent vraiment bien dans différents types de financement. Donc, ça, c'est encourageant. Nice. Heureux de l'entendre. Puis justement, est-ce que chez Équiterre, comment ça se passe aussi le financement? Y a-tu quand même, justement, est-ce que il y a comme une synchronisation un peu avec la mouvance, je sais pas, du local ou même de la pandémie qui a comme aidé des fois au niveau d'aller chercher du financement? C'est une bonne question, tu sais, de notre côté, ben c'est sûr qu'on a du financement grâce à beaucoup de nos donateurs. Tu sais, on a 23 000 membres, à peu près 22 000, qui chaque mois nous font des dons, soit mensuels ou dans l'année. Mais ça nous donne beaucoup de leviers pour aller faire du plaidoyer politique, justement, parce que c'est difficile d'aller chercher du financement d'un bailleur de fonds, genre je sais pas, une fondation ou surtout un ministère qui va dire, ben oui, on fait du plaidoyer politique. Donc c'est vraiment grâce à nos membres, c'est super important, qui nous permettent d'accéder justement aux élus, aux décideurs, puis pouvoir émettre des recommandations. Sinon, ben au niveau du financement des bailleurs de fonds, je crois qu'il y a un intérêt grandissant, mais c'est encore, tu sais, c'est tout récent cette situation-là, je pense, de guerre tarifaire, par exemple, puis de regain d'intérêt pour le local. Donc, je pense que ça va venir, mais on le voit pas encore concrètement. En tout cas, je comprends. Je suis pas non plus à éplucher les trucs de subvention. C'est ça, les offres de subvention, les appels à projets, en tout cas dans mon quotidien. Peut-être faudrait inviter de mes collègues, je sais pas, là, qui travaillent plus là-dessus. Bon, puis pour terminer, parce qu'on a déjà achevé notre temps, mais pour un petit mot de la fin, vos espoirs pour le futur, ça ressemblerait à quoi? Vos espoirs, vos condamnations aussi. Mes espoirs pour le futur, je vais parler de protection du territoire agricole parce que c'est là-dessus que je mets mon énergie en ce moment, mais j'ai espoir qu'on va continuer, en fait, mettre plus de ressources pour mieux surveiller notre territoire agricole puis mieux le comprendre parce que en ce moment, on essaie de l'encadrer, mais on n'a pas d'instance indépendante qui va vraiment étudier puis émettre des recommandations à nos dirigeants sur comment mieux protéger le territoire agricole puis aussi le rendre plus accessible, donc lutter contre la hausse des prix. Fait que j'espère que mon espoir, c'est que ça va être mis en place dans les prochains mois. Puis aussi que le monde municipal va se sensibiliser aux enjeux d'autonomie alimentaire puis de protection du territoire agricole parce qu'ils ont un gros rôle à jouer là-dessus. Puis on va travailler là-dessus cette année, justement. Yes, merci. Merci. Puis moi, mon espoir, c'est en fait de ne pas faire ce qu'on a fait durant la pandémie, puis de saisir cette fois-ci l'occasion de vraiment de faire des changements systémiques à nos systèmes alimentaires. Donc, pour des raisons environnementales, dignité des travailleurs, bien-être animal, approvisionnement locaux, que tout le monde puisse bien manger, on valorise la nourriture. Qu'on continue à le faire, mais que ça se traduit dans des changements aussi vraiment structurels. Alors, on a un moment où tout le monde en parle, puis c'est un moment aussi qu'on n'est pas toujours unis dans le pays ni dans la province, mais c'est vraiment pour sauter sur l'occasion. Il y a une petite fenêtre d'opportunité. Oui, tout le monde veut collaborer, une fierté, donc comment est-ce qu'on peut saisir l'occasion? C'est un très beau mot de la fin aussi. Mais Olivier, Sarah, un gros merci d'avoir été avec nous, d'avoir discuté. C'était super intéressant.
Merci à toi aussi, Mike. Ah, c'est beau. Merci à vous. Merci. Bonne journée à tous. Yes. À la prochaine. À la prochaine. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode du balado Les idées radicules. Pour rester à l'affût de tous les épisodes à venir, vous pouvez vous rendre sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et évidemment, vous pouvez vous abonner aussi là, aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter Les idées radicules sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et YouTube Music. Et si vous aimez ce balado et vous aimeriez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. Donc, c'est sur patreon.com/idéradicule. On veut dire aussi un gros merci à la formidable équipe des studios SF. Merci. Et un encore plus gros merci à notre équipe, à nous qui sont derrière le micro. On parle de notre coordonnatrice Camille Cloutier et de nos productrices Alissa Martel et Safia Barou. Fait qu'un gros merci. Merci la gang. À la prochaine.